On se retrouve dans une autre des expositions de la saison Ipoustéguy, qui est l'exposition consacrée aux érotiques, peut-être la plus joyeuse des 7 expositions, la plus insolente aussi, et qu'on a conçue comme un cabinet de curiosités, parce qu'il y en avait des curiosités dans cet atelier. Et il y a ici un parcours chronologique également possible des années 50 aux années 90, et on a commencé avec une petite pièce en bronze de 1959 qui s'appelle Viens et qui représente une femme, c'est presque un bas-relief d'ailleurs posé sur son socle comme ça, et qui est une femme qui s'offre avec un sein magnifique qui jaillit comme ça de cette forme de bronze qui est modelée, qui est presque illisible de loin, et puis quand on s'approche, on se rend compte qu'effectivement, voilà, on a une jolie femme qui s'offre, et c'est petit format, fin des années 50. Ipoustéguy n'a pas encore les moyens qu'il aura dans les années 1960 et ensuite pour faire des grands bronzes, donc on est dans des choses plus confidentielles. Et puis après la reconnaissance qu'il a au début des années 60, il va aller en Italie à Carrare pour tailler le marbre, et là il va commencer à construire des pièces ambitieuses, de plus en plus ambitieuses. Il y a d'ailleurs des grandes pièces qui sont aujourd'hui dans des très grands musées dans le monde qui sont de cette période. Oui, au Baléares notamment, une très belle qui s'appelle Les Amants, et qui est une sculpture importante. Il y a les plongeuses aussi en marbre, qui est au centre culturel Ipoustéguy. Effectivement, il y en a plusieurs. Et dans cette expérience de la taille directe, donc c'est autre chose que l'aventure du modelage qui aboutit au bronze, on a vraiment des pièces très performantes et très aiguës et très intenses dans les sujets. Ce sont des pièces qui toutes vont parler, on pourrait dire, soit de sexe, d'amour, soit de mort et de disparition. Il y a des monuments très étonnants comme la mort du père, l'agonie de la mère qui est au musée des Beaux-Arts de Lyon, qui est une pièce tout à fait impressionnante. Et puis ces pièces plus mystérieuses, plus primitives, j'allais dire, dans son vocabulaire, qui sont de loin relativement abstraites, qui sont des modules comme ça, nourris de ses premières expériences géométriques abstraites et de son intérêt pour l'architecture protectrice et le bunker dont on parlait ce matin, et qui sont des pièces pénétrables non pas avec les yeux, pas tant avec les yeux parce que c'est difficile de les lire, mais qu'Ipoustéguy souhaitait qu'on touche vraiment et qu'on glisse sa main en tant que visiteur et qu'on les découvre à tâtons, et d'un seul coup qu'on se rende compte qu'au milieu de cette abstraction il y avait la sensibilité de la pointe d'un sein par exemple, et c'est un petit peu dans ce registre de braver tous les interdits, de même que certains sujets bravent des interdits parce qu'ils proposent la nudité d'une manière très crue. Dans les musées, il est interdit de toucher, et bien justement lui, il va s'appliquer à faire des sculptures qu'on ait le droit de toucher. Et cette apologie de la sensation et du toucher, c'est quelque chose qui constitue un jalon important dans son œuvre. Donc dans les années 67-68, il va commencer à travailler le marbre à Carrare. Dans ces années, il ne faut pas oublier que 68, c'est pas une date innocente non plus, hein, on est en pleine révolution féministe, émancipation sexuelle, revendication très politique d'une liberté, et il va y avoir à la fois une manière de clamer le plaisir et la jouissance dans ses œuvres, et surtout ce sont des œuvres extrêmement politiques. Il y en a une qui est particulièrement emblématique, provocatrice, subversive, qui est celle-ci, avec une pièce masculine et une pièce féminine qui sont destinées à s'encastrer. On a vu ce matin des pièces comme La Naissance ou comme La Maison, qui sont des grands bronzes dans l'exposition de l'espace Saint-Louis, et ces deux pièces qui s'encastrent et qui, une fois refermées, la pièce s'appelle Le Calice, il l'a fait en 1970, et il y a cette ambiguïté entre la provocation mais aussi la conscience du sacré. On est dans les mythes de la création, de la naissance, de l'origine du monde, donc c'est pas tant des pièces qui sont subversives parce qu'elles montrent crûment le sexe, que ce sont aussi avant tout des invitations à rappeler les mythes fondateurs de la civilisation. Ipoustéguy, on l'a dit, était un autodidacte, mais c'est quelqu'un qui va lire énormément et les mythologies le passionnent. Au début des années 60, il va en Grèce, donc ces mythologies sont très fondatrices pour lui. Et en 68, que font les artistes,
que font les créateurs, les écrivains, les libres penseurs des années 60. Ils font le voyage en Inde, c'est pas le voyage en Italie comme on faisait au XVIIIe siècle quand on était un artiste. Là, on prend la route de Katmandou et Ipustegui, c'est ce qu'il va faire. Et son voyage en Inde en 1971-72 va générer une des pièces les plus monumentales de son œuvre qui est présentée ici, ce qui est un peu une performance parce que ça veut dire qu'elle a été démontée et remontée. C'est un assemblage de pièces en marbre blanc ou en marbre noir et c'est vraiment comme un mikado quand la pièce est déplacée. Il s'agit d'avoir de bonnes photos pour repérer, pour la reconstruire, hein, Marie-Pierre. C'est vrai qu'on a eu un petit peu parfois de mal à retrouver. Oui, c'est un puzzle, un peu aussi avec le côté souriant. Vous parliez tout à l'heure, effectivement, il y a un côté malicieux aussi dans tout ça et qui répond très certainement aussi au côté décomplexé du sexe en Inde, en tout cas de ce qu'il en a vu par rapport aux représentations. Et c'est vrai que on le retrouve là dans le côté voilà, presque délirant, on va dire, de tout ce foisonnement de sexe masculin ou féminin. C'est entre la bande dessinée, le film de science-fiction, parce qu'on est dans les années 70 et on est quand même en plein dans une période où l'imaginaire fantastique et les aliens divers et variés envahissent un certain cinéma de science-fiction qui est en pleine ascension. Et donc il y a une manière de dire les marches qui mènent au fleuve du Gange d'une manière très géométrique. C'est une pièce très radicale par rapport à l'ensemble de l'œuvre d'Ipustegui. C'est une des pièces les plus abstraites, pourtant on est dans les années 70 et il y a vraiment un jeu de construction qui l'apparente au grand minimaliste américain qu'on voit alors arriver dans les musées du monde entier. Et en même temps, si effectivement on se penche sur le détail, ce ne sont pas que des cylindres comme les aurait fait Fernand Léger au début du XXe siècle, ce sont en fait des sexes qui s'enroulent et qui se déroulent et un clitoris qui trône sur une volée d'escalier et ici des choses plus ou moins en érection. Il y a beaucoup d'humour, hein, ça fait penser aussi un petit peu à certains dessins animés. On est à l'époque des Shadok par exemple, de cette loufoquerie, donc il y a une liberté sexuelle qui est évoquée, il y a la référence à l'iconographie indienne et puis il y a la rigolade et ça on l'a un peu oublié dans les musées d'art contemporain parce que c'est des endroits où très souvent on s'ennuie, mais là il y a vraiment une vitalité, une joie et une provocation, quoi. Il dévore le Canard enchaîné ou Harakiri ou des journaux satiriques et il y a une part d'humour qu'il ne faut pas négliger dans cette pièce. Et quand on a inauguré l'exposition, il y avait des vieux amis d'Ipustegui qui étaient là et qui ont dit oui, dans les livres maintenant on parle de cette installation en disant qu'il l'a titrée Gange fleuve des mythes, mais nous on sait qu'en rigolant il nous disait mais en fait elle s'appelle Gange fleuve des bites. Donc voilà, le jeu de mots est très important aussi. Le calembour, c'est quelqu'un qui écrit énormément, Ipustegui, qui fait énormément de jeux de mots. Et avec les formes, j'allais dire, il adapte la logique du jeu de mots au jeu des formes. Et donc il y a une manière comme ça de décrocher la réalité. C'est comme quand il fera la sculpture de Rimbaud que Verlaine, j'allais dire que Voltaire, que Verlaine appelait l'homme aux semelles de vent, le vent, V-E-N-T. Et quand Ipustegui fera le portrait de Rimbaud, il fera l'homme aux semelles devant, il prendra les chaussures de Rimbaud et il les mettra devant lui, quoi. Donc ça devient les semelles D-E-V-A-N-T. Donc, et ça, il a une passion pour le jeu de mots et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'il l'adapte au jeu de forme. Donc c'est pas tant choquer le bourgeois que jouer avec les formes et montrer que les dedans sont des dehors, ce jeu de dedans-dehors qu'il met dans le calice ou qu'il a dans l'invitation à rentrer dans les formes sculptées, c'est vraiment une manière de dire que la réalité comme une chaussette qu'on pourrait retourner comme ça. Et donc autour de ce sujet de l'érotisme, c'est un sujet qui est très tentant chez Ipustegui parce que dans sa littérature, il y a des passages très étonnants et très libres, une écriture qui s'apparente à celle de Baudelaire, qui s'apparente à celle de Lautréamont, qui va chercher du côté toute la culture surréaliste de l'érotisme. Et on retrouve ça dans les formes, si on connaît un petit peu des grands artistes qui travailleront également ce registre après Ipustegui. C'est notamment quelqu'un comme Louise Bourgeois, et quand on voit les marbres de Louise Bourgeois, pour certains 20 ans après ceux d'Ipustegui, on est frappé par cette résonance et cette vision qu'elle a, cette prescience qu'il a d'adapter un matériau on ne peut plus classique à des formes extrêmement contemporaines. Alors après, dans l'exposition, évidemment, avec
avec Jean Deloche, qui est le commissaire de cette exposition avec nous, on a été se promener dans l'atelier d'Ipoustéguy et Marie-Pierre Robert a sorti des pièces qui pouvaient correspondre à ce thème une fois qu'on avait décidé de le traiter. Donc on a ici dans différentes petites vitrines des bronzes, des assemblages. Il y a une série des années 90 qui est vraiment très amusante, un peu un moment de récréation, comme il en a eu d'autres. À un moment, il a fait une pause après les bronzes et les marbres. Il a fait 2 ans de peinture et de la même manière, il y a un moment dans les années 90 où il replonge dans l'assemblage qu'il avait expérimenté par ailleurs dans les années 70. Et là, il y a toute une série érotique qui est vraiment rigolote, quoi. Et si vous connaissez un petit peu les objets surréalistes, on est complètement dans cette logique de prendre des objets qui chacun d'un côté n'ont pas une identité forte, mais le rapprochement provoque le rire, la poésie. Enfin, c'est la terre est bleue comme une orange, comme disait Prévert. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il arrive, celles-ci spécifiquement, donc qui sont de 95 et 97, arrivent juste après son premier grave accident cardiaque. Donc il a passé beaucoup de temps à l'hôpital, il a été, comme il dit, ouvert comme un homard pour qu'on aille lui réparer un petit peu ce qu'il y a dedans. Et quelque part, il se met après à jouer comme un enfant, comme un gosse, à aller rechercher quelque chose de quand même très provocateur malgré tout, parce que ça reste, bon, celles-ci ne sont pas forcément celles qui sont allées le plus loin, mais où on sent une pulsion aussi vitale un peu. Avec Ipoustéguy, c'est toujours un peu la mort et la sexualité qui sont comme ça omniprésents. Et c'est vrai que là, c'était presque touchant de le voir faire ce genre de choses alors qu'il était passé à côté de la mort, quoi. Et c'est vrai que ça fait partie des œuvres un peu amusantes et très surréalistes, effectivement. Ouais, c'est la récréation poétique, quoi. Mais c'est vrai que, enfin, moi, je trouve elles sont drôles, quoi. Il y a ces perles qui sortent avec ce petit bout de fourrure, ce coquillage comme ça. C'est très léger. C'est vraiment, c'est une invitation aussi à l'assemblage. Il ne faut pas oublier qu'Ipoustéguy fréquente le milieu parisien des années 60-70, où après le surréalisme, il y a ce qu'on appelle le nouveau réalisme, et où on fait beaucoup d'assemblages comme ça. Mais c'est teinté à partir des années 70 d'un discours très prétentieux sur l'art contemporain. Et là, il y a une manière de décrocher et de rappeler qu'un artiste, c'est un poète avant tout, et de s'amuser avec la réalité. Ça s'appelle l'androgyne, par exemple. C'est vrai que c'est des choses élémentaires, encore une fois, de dedans, dehors, de vie, de mort. Il y a des morceaux de squelettes d'animaux, donc on pense à la mort forcément, puis d'un seul coup, il met comme un pétard, comme une langue de belle-mère, comme ça, qui rafraîchit l'ambiance. Et il s'amuse. La petite sculpture en bronze qui est là-bas s'appelle La Pointeuse. C'est une femme qui joue au boule et qui a les fesses offertes en arrière. Voilà, c'est la récré aussi. Cette partie, je trouve, érotique d'Ipoustéguy, c'est quand même une récréation qui nous est proposée et qui est extrêmement salvatrice, quoi. Et qu'on retrouve donc dans l'ensemble des sculptures, mais aussi dans tout le travail sur papier. Dès les années 60, il y a des séries de dessins qui sont étonnantes. Alors il y a des très belles choses au fusain qui sont faites ici, par exemple, avec un travail sur l'ombre qui est annonciateur d'ailleurs des ombres qui viendront beaucoup plus tard dans la sculpture, qui seront travaillées en 3 dimensions. Et il y a une manière de travailler le modelé et l'apparition sous la lune. Il y a des très belles pages dans ces textes sur des galops au clair de lune ou des rencontres au clair de lune. Et là, il y a toute une série en ombre et lumière qui rappelle vraiment ces effets de lune. Et puis il y a des aquarelles qui sont des portraits de femmes qui passent à l'atelier, qui sont des amis, qui sont des artistes ou des femmes d'amis, et qui s'appellent Lucette, Lucienne, Charlotte, voilà, elles ont toutes gardé leur prénom et qui sont des figures de passage et qui sont complètement définies en quelques lignes qui deviennent beaucoup plus collectives. C'est la femme et elle est charmante, elle a une belle bouche, elle a une belle poitrine. Enfin, c'est encore une fois, c'est un peu la récré, ce passage par l'érotisme régulièrement. Puis il y a des dessins beaucoup plus radicaux qui sont juste avec une ligne noire, où là on voit la fermeté de son coup de crayon, l'expérience qu'il a, et ça rappelle beaucoup plus des écritures comme celle d'Henri Matisse, par exemple, avec juste une calligraphie
qui soulignent juste la courbe d'un sein ou la présence d'un sexe masculin et qui sont une rêverie autour de l'acte amoureux qui pour lui restait quand même, on parlait de mystère ce matin dans le précédent enregistrement, enfin, des choses les plus mystérieuses, cet accord entre deux sexes qu'on dit opposés. J'ai oublié de parler tout à l'heure à propos de 1970 de cette petite pièce en céramique quand même qui est assez géniale et qui s'appelle La Brouette. Alors il y a des positions amoureuses autour de la brouette, mais ou alors je sais pas. Oui, c'est le Kama Sutra aussi un peu, mais voilà. Ouais, mais a priori, moi, de ce que je connais de la brouette, c'est la femme qui fait la brouette et c'est l'homme qui est debout. Et lui, il a inversé les deux personnages et c'est l'homme qui est allongé dans une posture passive et c'est la femme qui attrape l'homme comme ça. Et je trouve que cette pièce-là est incroyable parce qu'on est en 70 et ça devrait être l'emblème de mouvement féministe, quoi, parce qu'elle attrape son bonhomme et c'est elle qui va au boulot, quoi, et qui mène la boutique, quoi. Et on retrouve le Ipoustéguy vraiment militant, incroyablement féministe, au-delà du discours, parce qu'il y avait des intellectuels masculins en 70 qui tenaient un discours féministe, mais lui, il donne des symboles, quoi. Il incarne vraiment ce rêve d'une déesse mère qui propose un autre type de société. Je trouve ça, c'est une pièce incroyable, et qui annonce ensuite, il y a eu la période des marbres au milieu des années fin des années 60 et au début des années 70, il y aura une très belle période de céramique qui sera réalisée notamment en Allemagne, puisque Ipoustéguy aura un grand prix de la ville de Darmstadt et en allant chercher son prix, il va découvrir un atelier de céramique où il va travailler pendant un an à des pièces comme ça, toutes plus audacieuses les unes que les autres, et politiques, encore une fois. Je veux dire, c'est un petit peu comme quand Platon, déjà à l'Antiquité, parlait du nu idée. C'est pas du nu pour nous montrer des zizi et des poils, quoi. C'est vraiment le nu comme symbole parfait de la liberté, quoi. Je suis libre, ce qui fait que je peux me mettre nu, c'est la preuve de la liberté. C'est une chose. Alors là, quand ce matin. Et ses meilleurs moments, il disait, c'est quand il pouvait se mettre tout nu dans son jardin, parce qu'il avait la chance d'avoir un jardin où il y avait beaucoup d'arbres. Il était entouré un petit peu par la nature à Choisy, et effectivement, ce contact-là, cette sensualité aussi, du plaisir d'être tout nu, c'est quelque chose qui lui plaisait beaucoup. Je crois que les photographes là, qui ont habité avec lui pendant 10 ans, des Patins Gobelins, ils disaient qu'il aimait travailler torse nu et même nu, quoi. Oui, il y avait des moments où s'il n'y avait personne, il faisait sa sculpture nue, quoi. Il y avait mais c'est pas du tout. Enfin, je veux dire, c'est. Oui, c'est pas. Il n'était pas exhibitionniste. Voilà, ça n'a rien d'exhibitionniste. C'est simplement, il est dans cette logique de la culture gréco-romaine, quoi. C'est le nu, c'est le nu idée de Platon, quoi. C'est je suis libre, je le prouve. Et c'est quand même, je trouve qu'actuellement, mais c'est juste tellement important que des gens comme Ipoustéguy soient utilisés comme démonstration du fait qu'on a le droit de tout dire et qu'on a le droit de se poser en individu et fier d'avoir un corps, quoi. Et c'est pour ça que ce cabinet des érotiques d'Ipoustéguy, quand on s'est dit on va le faire, on s'est dit super, ça va être rigolo de voir la tête des spectateurs, mais c'est beaucoup plus qu'une expo rigolote, quoi. C'est une expo militante. C'est de voir effectivement aussi toute la sensualité joyeuse, encore une fois, quelque chose une énergie positive, on dirait peut-être aujourd'hui, qui se dégage de tout ça, et où il n'y a pas de tragédie, justement. Il y a beaucoup de choses tragiques dans l'œuvre d'Ipoustéguy, et là-dessus il y a une sorte de respiration, et puis voilà, puis toujours le côté un petit peu rigolo sur peut-être sur la dernière, parce que je trouve que ça traduit bien l'esprit d'Ipous, qui est un petit, alors là on l'a déplié, mais c'est un petit calendrier qui s'appelle La Rose et le Samouraï. Et effectivement, pendant les années 70, il s'amuse avec un ami à lui qui est imprimeur, d'imprimer tous les ans des cartes de vœux, on va dire originales. Et là, eh bien, ils se font plaisir avec cette présentation qui un peu japonisante, on va dire ça comme ça. Et je pense qu'il y a à la fois le plaisir du trait et peut-être aussi le plaisir
d'imaginer la tête de ceux qui vont le recevoir et le déplier voilà, au moment des fêtes, voilà, entre les boîtes de marron et les boîtes de chocolat. Donc voilà, ça résume un peu aussi l'esprit voilà, espiègle quand même, voilà, profondément d'Ipoustéguy. Alors là, c'est un petit peu comme la grande sculpture La Maison, qui présente vraiment l'acte sexuel clairement et en pleine lumière. Et là, il a monumentalisé un sexe féminin. Il l'a montré extrêmement symétrique comme ça, et en accompagnant la forme avec deux mains masculines. Et là, pour le coup, je trouve qu'il y a une manière d'assembler les formes, il y a d'autres bras et mains comme ça qui étaient dans l'atelier, qui est très nourri d'autres exemples modernes. Et le premier de tous, c'est probablement celui de Rodin, qui d'une part modelait des éléments de corps, les travaillait de manière indépendante, et puis à un moment les rapprochait pour créer une composition. Et là, bon, bah voilà, je crois que c'est quand même une extrêmement belle allégorie, hommage à la caresse et encore une fois à l'écoute du plaisir féminin, quoi, et qui n'était peut-être pas une chose aussi courante dans les années 70 que 50 ans plus tard. Et encore que je me dis qu'il y a quand même pas mal de gens qui feraient bien de regarder cette sculpture de près et de s'en inspirer, parce que c'est une belle leçon d'anatomie. Voilà, je pense qu'il y a de quoi faire des découvertes. On l'a vu quand on a installé cette exposition avec des personnes qui prenaient les noms de certaines formes de l'anatomie pour d'autres, et on s'est dit que même pour faire des leçons de sciences naturelles, c'était pas mal d'avoir des Ipoustéguy pour apprendre à nommer les parties par leur juste nom.